nourrir tout le vivant par la nature. Au début du siècle dernier, lorsque les graves inconvénients des méthodes agricoles modernes sont devenus évidents et qu'on s'est demandé comment préserver à long terme la fertilité du sol, le scientifique agricole américain Franklin King est venu de l'autre côté de l'océan Pacifique en souhaitant trouver des réponses à ces questions. Il a ressenti l'harmonie entre l'homme et la nature, et c'est dans son œuvre Farmers of 40 Centuries qu'il s'est émerveillé des innombrables charmes, de la sagesse et de la vitalité de l'agriculture chinoise. Après 4000 ans, le sol est encore fertile et les paysans orientaux sont des biologistes diligents et intelligents. Cette traverse à la longue histoire est appelée répartiteur. L'eau qui coule dans les montagnes tout au long de l'année passe des canaux principaux aux fosses secondaires, puis est distribuée dans chaque parcelle en terrasse grâce à ces barres de bois. On réalise des entailles dont la largeur ne peut être que 10 ou 20 doigts, conformément à la tradition transmise de génération en génération. Le système ingénieux de répartition de l'eau garantit la bonne irrigation de chaque champ familial, quelle que soit son altitude. Pendant plus de 1300 ans, les Rani ont exploité les champs sous les montagnes et ont gardé l'eau pour cultiver le riz. C'est grâce à leur sagesse qu'on peut apprécier ce paysage exquis. Au début du 8e mois du calendrier lunaire, à la saison de la récolte, le peuple Rani célèbre la traditionnelle fête du nouveau riz. Récolte, abattage d'animaux domestiques, dégustation du nouveau riz, les familles vénèrent le ciel et la terre et prient pour que le soleil et la lune brillent sur la terre pour toujours. La surface de terre arable par habitant dans le monde est de 0,32 hectares, alors que les 11 300 hectares de rizières en terrasse d'ici font vivre une population de près de 340 000 personnes. Cet excellent exemple de la combinaison ingénieuse de l'homme et de la nature figure sur la liste du patrimoine mondial. Dans un village de Miao de Chiangdongnan, sur le plateau Yunnan-Guizhou, sous la bruine, le bruit des pas de Wang Ermei est particulièrement clair dans le village. Papa, voici ma lettre d'admission. Aujourd'hui, elle a reçu sa lettre d'admission au département des beaux-arts de l'université de Guiyang, qu'elle a tant désiré. Il n'y a pas de meilleure façon de célébrer ça qu'avec la cuisine Miao, faite maison, dont tous les délicieux ingrédients proviennent de leur propre champ. Une rizière avec des poissons et des crevettes dans l'eau, des poulets et des canards dans le champ, et l'eau nourrit le riz en retour.
Un petit écosystème dynamique se forme naturellement avec le travail simple. La méthode de production traditionnelle, poissons et canards élevés dans les rizières, est pratiquée par le peuple Miao depuis des milliers d'années et constitue un patrimoine culturel agricole d'importance mondiale. La jeune fille est sur le point de quitter le village Miao pour faire des études de 4 ans à Guiyang. Et elle veut retenir les beaux paysages de son village natal avec son crayon. Les parents glissent secrètement du nouveau riz dans son sac, une vieille bénédiction du village Miao pour leurs proches qui s'en vont loin. Aller à l'université est un événement heureux, mais quitter mon village me rend très triste. Peut-être que le riz de ma région natale me manquera pour toujours. Au son d'adieu de musique Miao, Wang Ormei quitte avec émotion la montagne où elle naquit et grandit pendant 18 années. Prenez avec parcimonie et utilisez avec modération. Vous aurez toujours un excès. Le peuple chinois a toujours admiré et aimé la nature. La civilisation chinoise, qui perdure depuis plus de 5000 ans, nourrit une culture écologique et une philosophie de l'équilibre naturel. La plage, qui est surveillée par l'ingénieur Zhou Bizin, n'était qu'étang piscicole il y a 2 ans. Mais une équipe de professionnels de la restauration écologique a été invitée à y lancer le projet de reconversion des étangs en forêt. La zone a été plantée avec des semis de mangroves sur environ 130 hectares, avec tous les 20 mètres une espèce, comprenant le Candelia candel, le Bruguera sexangula, le Bruguera gymnorrhiza et l'Egiseras corniculatum, et plus de 10 espèces. La côte, autrefois fragile, commence à montrer des signes de récupération écologique. Avec des mangroves qui prennent racine, des organismes benthiques qui se reproduisent et des oiseaux de toutes sortes qui reviennent s'y nourrir. J'espère que des milliers d'oiseaux reviendront. D'autres animaux benthiques au corps mou s'y reposent. Les mangroves enracinées dans l'eau de mer sont des plantes ligneuses marines qui offrent un lieu important de migration, de reproduction et d'habitation pour la vie marine et ont des fonctions de protection du littoral et de purification de l'eau de mer. Elles sont donc connues comme des gardiens côtiers. Cette vasière, après restauration écologique, sera reliée à la réserve naturelle nationale de la zone humide de mangrove de Dongzhengang, pas loin d'ici. Plus tard, j'espère qu'elle deviendra une véritable forêt maritime, un état d'écosystème, un paradis où les hommes, les plantes et les animaux vivent ensemble en harmonie. La réserve naturelle de Dongzhengang, qui couvre plus de 3000 hectares, abrite 35 espèces de mangroves, 115 espèces de mollusques, 119 espèces de poissons, 70 espèces de crabes, 40 espèces de crevettes et 220 espèces d'oiseaux. Ces multiples variétés forment une chaîne biologique complète, constituant un écosystème stable et protégeant tout le littoral insulaire de Hainan. À plus de 300 km de Dongzhengang,
la forêt de mangrove se développe également à l'estuaire de la rivière Bailun, dans le Guangxi, où le projet de restauration écologique de la zone côtière se poursuit depuis 20 ans. Il en a fallu 8 pour restaurer les herbiers de Zoster. La faune et la flore se développent bien ici, et la vie marine est relativement variée. Aujourd'hui, les herbiers de Zoster sont devenus un immense réservoir génétique pour la vie marine, avec 5 fois plus d'espèces vivantes qu'à l'époque où les herbiers étaient rares. Même la limule, fossile vivant, est revenue. La Chine a poursuivi le projet de restauration des écosystèmes côtiers depuis de nombreuses années. Le 14e plan quinquennal pour la protection de l'écologie et de l'environnement marin prévoit que d'ici 2035, les principales baies côtières du pays seront essentiellement aménagées pour avoir des eaux claires et des plages propres. L'homme et les animaux marins y vivront en osmose totale. La montagne Huangshaoling est haute, avec de l'eau froide et des collines profondes, et le peuple gagne peu. La récolte d'automne ne lui suffit pas, avec seulement des plantes sauvages à manger, des pommes de terre pour un semestre, puis du sarrasin pour l'autre. Ce dicton, diffusé parmi les autochtones, est le reflet de la pauvreté du village de Huangshaoling. À cette époque, les arbres dans la montagne ont été abattus pour faire pousser du sarrasin. L'érosion du sol était très importante et à certains endroits on subissait des glissements de terrain. Cependant, cette région montagneuse si pauvre possède des ressources écologiques uniques, avec 2 réserves naturelles nationales dans un seul comté. La réserve naturelle des monts Wuliang et la réserve naturelle des monts Helao sont les complexes les plus riches en termes de ressources biologiques à la même latitude sur Terre et ont été surnommés par les universitaires les yeux de l'humanité qui regarde la nature. L'environnement naturel que nous ont laissé nos ancêtres ne doit plus être détruit et on doit le conserver. Il y a 10 ans, les villageois ont compris qu'il fallait suivre la tendance et ont abandonné l'agriculture traditionnelle, consistant à trouver des terrains cultivables au détriment de la montagne, pour adopter une méthode de croissance similaire à la forêt naturelle, plantant cerisiers, pommiers, poiriers et noyers. Grâce à son environnement, Huangshaoling devient peu à peu une véritable montagne de fleurs et de fruits. Lors de chaque marché, les champignons sauvages cueillis par les villageois de Huangshaoling sont particulièrement plébiscités, et ceux-ci sont toujours les premiers à rentrer chez eux après avoir tout vendu. Ils visent le long terme et sont déterminés à rechercher les possibilités de développement à partir de la protection de la nature. Les grands arbres considérés autrefois comme des poutres et du bois de chauffage sont aujourd'hui le fer de lance de l'économie forestière, avec les poulets élevés au sol, les champignons sauvages et les herbes médicinales qui abondent dans la forêt et qui font désormais partie des revenus diversifiés des villageois. Le bénéfice de la biodiversité permet à chaque ménage du village de vivre dans une véritable villa de campagne. Aujourd'hui, plus de la moitié du PIB mondial, qui s'élève à environ 44 000 milliards de dollars, dépend des ressources naturelles. L'homme doit s'appuyer davantage sur les écosystèmes pour ralentir le changement climatique et atténuer les catastrophes naturelles. Maosou, un mot mongol qui signifie « la terre stérile ». Le district de Yaoyu du Shanxi, qui
qui se caractérisait par la pauvreté, se situe à l'est du désert de Maoso. Il n'est pas facile de planter des arbres dans cette région. Et on peut dire qu'il est plus difficile de faire pousser un arbre que d'élever un enfant. 100 000 personnes de Yaoyu, génération après génération, ont réussi à faire prendre racine à plus de 100 millions d'arbres ici. La carte verte a avancé de 300 km vers l'ouest à partir de Yaoyu. La ville de Lingwu du Ningxia est située à l'ouest du désert de Maoso. Au cours des 30 dernières années, les habitants ont reboisé plus de 400 km² de désert et contrôlé plus de 667 km² de sable mouvant, faisant progresser le reboisement vers l'est sur plusieurs dizaines de kilomètres. Yan'an, à l'extrémité sud du désert de Maoso, était autrefois l'un des endroits les plus fragiles de Chine sur le plan écologique, avec une érosion des sols sur près de 80% de sa superficie. En seulement 20 ans, Yan'an a rendu à la forêt des milliers de kilomètres carrés. Aujourd'hui, les forêts qui couvrent en partie les 37 000 km² du territoire de Yan'an ont été semées par avion il y a 60 ans, ou alors plantées il y a 40 ou 20 ans dans le cadre de projets de protection environnementale. Les forêts de différentes époques sont aujourd'hui complètement reliées entre elles. La carte verte du Shanxi s'étend sur plus de 400 km au nord. Yaoyu à l'est, Lingwu à l'ouest, Yan'an au sud, plus de 10 000 km² de sable mouvant du désert de Maoso sont désormais contrôlés et reboisés. L'érosion des sols a été arrêtée et le vaste désert est devenu une oasis. Les 30,14 millions d'hectares de forêts protégées qui relient le nord-ouest, le nord et le nord-est de la Chine font écran au vent et au sable, retiennent l'eau, régulent le climat et constituent la Grande Muraille verte qui protège 4 millions de kilomètres carrés de terre du nord. Le vert est la couleur de la vie. Au cours des dernières décennies, la Chine a persévéré dans le reboisement et du début des années 1970 à 2020, le taux de couverture forestière nationale est passé de 12,7% à 23,04%, ce qui constitue la plus grande croissance forestière nette au monde. Is China's Sahanba Afforestation Community. Please join me in welcoming their representative, Madam Chin Ya-xian, to the stage. Sahanba, la plus grande forêt plantée du monde, a remporté le titre de champion de la Terre, la plus haute distinction environnementale accordée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Sahanba est devenu un modèle chinois pour la gouvernance environnementale mondiale. Les données satellites de la NASA montrent que la croissance totale de la couverture forestière de la Chine constitue au moins un quart de la croissance mondiale au cours des 20 dernières années. Dans le même temps, la part du PIB de la Chine dans l'économie mondiale est passée de 3% à plus de 16% en 40 ans. Et les croissances économiques et écologiques bénéficient l'une de l'autre. La combustion, une réaction chimique qui apporte lumière et chaleur, est la source d'énergie pour la civilisation humaine. Cependant, les méthodes inefficaces de conversion de l'énergie sont à l'origine des déperditions qui continuent de consumer notre Terre.
Les minuscules organismes dans ce récipient sont des diatomées, l'une des plus anciennes plantes sur Terre. Les diatomées contribuent à 40% de la productivité photosynthétique des océans, ce qui joue un rôle important dans le piégeage du carbone et le changement climatique mondial. Les scientifiques de l'Institut de botanique de l'Académie chinoise des sciences étudient la photosynthèse à travers ces minuscules plantes vertes, une forme de conversion énergétique qui existe sur Terre depuis plusieurs milliards d'années. Si les recherches aboutissent, l'homme sera en mesure de simuler la photosynthèse et d'exploiter la quantité inépuisable d'énergie du Soleil, réduisant ainsi notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Fin 2020, la Chine s'est engagée auprès du monde entier à s'efforcer d'atteindre le pic des émissions de carbone d'ici 2030 et à œuvrer pour la neutralité carbone d'ici 2060. Une solution basée sur la nature est solide et fiable. Le 15 juin 1985, il n'y avait qu'un seul Vagrant ségista dans la montagne de Bayun. Mais après, je n'en ai plus jamais aperçu là-bas. J'espère qu'il n'a pas encore disparu et qu'on pourra le revoir. Pendant 30 ans, Chen Xichang a parcouru les célèbres montagnes et rivières du sud et du sud-ouest de la Chine dans l'espoir de revoir la fée de son cœur, le Vagrant égista. Ce papillon ne vit généralement qu'une semaine et sa courte vie égaye le monde qui l'entoure. Les papillons causent une émotion toute particulière, belle et tragique chez les Chinois. Comme il n'a pas trouvé ce papillon lors de son voyage au Guangxi, Chen Xichang a décidé de se rendre à Hainan pour le rechercher. Jianfangling est la forêt tropicale primitive la plus grande et la mieux préservée de Chine et constitue un habitat idéal pour les papillons. Sur la branche d'un arbre, Chen Xichang a trouvé un œuf de papillon. Ce sont soit des œufs de Vagrant ségista, soit ceux du papillon doré. Je pense que ce sont des œufs de Vagrant ségista. C'est un œuf de Vagrant ségista ou pas? Il faut le ramener à Guangzhou pour l'identifier. L'œuf de papillon a éclos et la larve a grandi sainement. Après 5 stades de métamorphose, la larve est devenue nymphose. Ce soir, le papillon peut sortir de sa chrysalide et Chen Xichang l'a attendu toute la nuit. Le moment est enfin arrivé. C'est certainement le Vagrant ségista dont il a rêvé. Dans la forêt du mont Baiyun à Guangzhou, l'un des habitats d'origine du Vagrant ségista, Chen Xichang libère soigneusement le papillon. J'espère qu'il pourra se reproduire ici. Il s'envole. Il existe plus de 1,1 million d'espèces d'insectes connues et 85% des cultures alimentaires à travers le monde dépendent des insectes par leur pollinisation, ce qui en fait une ressource biologique indispensable à la production de l'homme.
Dans la dernière édition de la liste nationale de protection des espèces sauvages importantes en Chine, le nombre d'espèces d'insectes est passé de 21 à 75. La protection des insectes donne vie au monde naturel. Depuis 2012, le travail de protection écologique naturelle de la Chine a reçu de bons résultats. Vu que la dégradation écologique a été contrôlée, la qualité de l'écosystème s'est progressivement améliorée et sa fonction a été renforcée. Le système de politique et de réglementation de la biodiversité a été amélioré sans cesse. Grâce à la mise en œuvre d'opérations spéciales telles que le bouclier vert, visant à renforcer la supervision des réserves naturelles, la Chine œuvre pour préserver l'environnement, protéger les espèces menacées et construire une barrière écologique nationale. En juillet 2020, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a envoyé un message aux jeunes du monde entier. Si vous avez une idée pour atténuer le changement climatique et protéger la biodiversité, proposez une solution. Et vous aurez la possibilité de recevoir un soutien d'action de la part des partenaires de l'ONU. La plupart des gens sont d'accord pour dire qu'il existe des problèmes dans l'environnement écologique actuel. Comment sensibiliser le public à la gravité des crises environnementales? Nous avons besoin d'une exposition itinérante qui applique les nouvelles technologies et des expériences totalement immersives et interactives. Les 6690 propositions de la Chine témoignent des préoccupations d'une centaine de millions de Chinois âgés de 15 à 24 ans quant au sort de la planète. Les voix de ce groupe pourraient sembler modestes, mais elles représentent la voix de la Chine pour l'avenir de l'humanité. De nos jours, construire une belle Chine est devenu une action majeure pour tous les Chinois. Les 10 articles des citoyens, leur code de conduite en matière d'écologie et d'environnement, parlent du concept de vie écologique et prônent la responsabilité. La belle Chine, j'en suis un acteur, est une campagne nationale visant à sensibiliser le public et à montrer la voie de la civilisation écologique. L'écologie est l'économie. Protection et développement doivent aller de pair. Construire une civilisation écologique dans laquelle l'homme et la nature coexistent en harmonie, c'est la sagesse que la Chine veut apporter à toute l'humanité. Les solutions chinoises durables, reproductibles et généralisables sont partagées par le monde entier. La civilisation écologique et la construction d'une communauté de vie sur Terre sont les beaux vœux de l'humanité pour l'avenir. La Terre est le foyer commun et unique des êtres humains et de toutes les autres espèces. Allons donc ensemble, avec un cœur uni, construire un monde magnifique dans lequel tous les êtres vivront en harmonie.